Bonjour, bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Guy Van Engel. Bonjour. Bonjour. Ministre des Finances, VLD, au gouvernement bruxellois. Une question sur cette révélation de la Libre Belgique et d'RTL TVI. Selon l'OCAM, la grande mosquée a pendant des années formé des imams au djihadisme armé, à l'antisémitisme et à l'homophobie. Tout ça en son sein avec des livres assez durs en la matière. Alors, quelle est votre réaction? Je vous propose 3 types de réactions. A, on a bien fait de rompre la convention avec l'Arabie Saoudite. B, le sujet est délicat, pas d'amalgame s'il vous plaît. C, nous n'avons pas été assez vigilants. A et C. On a eu raison de rompre le contrat avec l'Arabie Saoudite, première chose, et il faut être vigilant en la matière. Oui. Et là, vous croyez que maintenant, on est vigilant, on suit, l'OCAM suit, les renseignements suivent? Je crois que les renseignements peut-être étaient déjà disponibles, mais il faut suivre avec des actes. Et les actes, c'est par exemple dire, messieurs de l'Arabie Saoudite, nous n'acceptons pas ce genre de pratique, et donc stop. Alors, vous avez présenté hier avec Didier Gauzoin une carte des généralistes qui montre des quartiers de Bruxelles où on manque de médecins généralistes. Il y en a, donc il y a une pénurie dans certains cas. Dans certains quartiers. Ouais, dans l'ensemble, nous avons suffisamment de médecins généralistes, mais dans certains quartiers, ça c'est la nouveauté de l'analyse qui a été faite, on est allé voir quartier par quartier. Et là, on constate que dans certains quartiers, par rapport à la population, il nous manque des médecins généralistes. Alors comment convaincre les médecins généralistes, souvent les jeunes médecins généralistes, ceux qui arrivent maintenant, d'aller dans ces quartiers-là et pas ailleurs? Comment vous allez faire? Oui, tenant compte du fait en plus qu'il y a une mentalité qui a changé auprès des médecins généralistes. C'est générationnel. Les nouvelles générations de généralistes n'ont pas envie de travailler comme leurs prédécesseurs, parfois 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, chez eux à la maison, étant disponibles en permanence pour leur patientèle. Et donc, ils préfèrent se regrouper dans des centres médicaux où plusieurs médecins généralistes, peut-être parfois une équipe multidisciplinaire se met en place et où ils peuvent s'organiser de ce fait qu'ils aient aussi un peu de temps libre, une vie familiale et ainsi de suite. Ça, c'est ce que nous constatons auprès des nouvelles générations de médecins généralistes. Pour ce faire, il y a des mesures d'accompagnement financières que nous avons mis sur place. C'est ce qu'on appelle le programme Impulseo, avec des primes à l'installation, des primes assez consistantes, à l'installation de médecins généralistes, d'une part. Et d'autre part, je crois qu'au niveau pratique, vu le changement d'attitude, on peut les aider en détectant, par exemple, dans les quartiers où une pénurie pourrait s'annoncer, des endroits où peuvent s'installer des groupements de médecins, des structures de maisons médicales ou multidisciplinaires ou pas, des médecins se regroupent et travaillent ensemble. Une possibilité. Alors, vous savez que du côté francophone, on s'inquiète toujours des fameux quotas INAMI. On dit qu'il n'y en a pas assez. Alors, il n'y a pas de pénurie aujourd'hui de médecins sur Bruxelles, mais on prévoit que dans les années à venir, ça va devenir plus difficile. Alors, est-ce qu'il ne faut pas un peu relâcher ces quotas INAMI? Il faut faire la distinction. Ce sont deux éléments totalement différents. Il y a la situation en région bruxelloise où, dans l'ensemble, nous avons suffisamment de médecins, mais où on pourrait être plus adéquat par rapport à certains quartiers. Et puis, il y a la problématique de l'INAMI et du nombre de médecins en général en Belgique. Et donc, ce sont deux choses différentes. Et ce sont deux responsabilités totalement différentes. L'une responsabilité, on l'assume en région bruxelloise et on essaye, avec mon collègue Didier Gauzoin, d'être le plus fin que possible dans l'analyse et dans l'approche et d'être prévoyant aussi. Gouverner, c'est prévoir. Donc l'idée, c'est de prévenir les pénuries. Voilà, tout à fait. Et puis, il y a le débat sur le nombre de médecins en général qu'on doit pouvoir former dans notre pays. Et ça, c'est un débat qui se joue au fédéral. Alors,
on parle aussi beaucoup, et Charles Piquet qui était à votre place hier en a parlé, de protection de la minorité flamande à Bruxelles, et il a proposé un deal au Parti flamand, c'est-à-dire de reporter le décumul proposé pour les députés bruxellois, de le reporter de 5 ans pour les députés néerlandophones, mais en échange de diminuer le nombre de députés bruxellois, qu'ils soient francophones ou néerlandophones. Alors, quelle est la réponse pour une diminution du nombre d'élus? Moi, je suis pour. Hein. Sur le principe, Sur le principe, nous sommes... En gardant la même proportion francophone, en gardant les mêmes proportions, je suis pour une diminution du nombre d'élus en général en région bruxelloise, qu'ils soient des élus communaux, mais régionaux aussi. Et régionaux aussi. Pas de souci, là, on est pour. Ce qui est un peu bizarre, c'est que malgré le fait que le gouvernement soit favorable à une diminution du nombre d'élus, le Parlement, lui, a voté maintenant une adaptation du nombre d'élus communaux qui va nous amener à une augmentation de ce nombre d'élus communaux. Mais répondez sur le deal d'abord. Sur le deal, je crois que la première partie du deal, c'est-à-dire nous allons reporter uniquement pour les élus néerlandophones l'histoire du décumul, c'est quelque chose qui, juridiquement, sera assez difficile. Est-ce qu'il faut faire une distinction de telle façon? Je ne sais pas. J'ai déjà entendu que du côté francophone, Olivier Mainguin n'est pas favorable à l'idée. Est-ce qu'il ne serait pas plus intelligent, ça c'est ma proposition à moi, de reporter ce débat après les élections communales et régionales? Parce que maintenant, on est dans un poteau-poteau et on est dans une situation où on veut laver plus blanc que blanc. Et j'ai l'impression que la surenchère qui se fait du côté francophone en la matière n'est pas saine. Oui, mais ça veut dire que si on reporte ça après 2019, ça veut dire que ça reporte le décumul à 2024 surtout. Ça fait Vous gagnez 5 ans pour tout le monde en fait, c'est ça que vous voulez. C'est pas une question de gain. Je vais vous dire, le fond du débat a été mal engrangé parce qu'il a été couplé à des affaires qui n'ont rien à voir avec le décumul. La problématique est assez simple. S'il y a des gens qui veulent travailler fort et dur, il faut leur permettre de le faire. Est-ce qu'ils doivent pouvoir accumuler des rémunérations en la matière? Non. Mais c'est déjà le cas maintenant. Les revenus sont plafonnés, même quand il y a cumul. Et donc, pour une partie des élus, et en particulier les élus néerlandophones, pour qui il est difficile de se faire élire en région bruxelloise, un ancrage local est important, est d'une importance capitale. Est-ce que si ça se vote malgré tout au Parlement bruxellois, parce qu'il y a une majorité de députés en tout cas qui sont pour le décumul, est-ce que ça met en jeu la majorité au gouvernement? Je ne sais pas s'il y a une majorité de députés individuels qui sont pour le décumul absolu. Ce sont les partis francophones qui, dans une surenchère... Et vous croyez que si on va voter au Parlement, il n'y aura pas de majorité? Il y aura la discipline de parti. Donc, est-ce que c'est un danger pour le gouvernement? Je vais vous dire, le nombre de collègues francophones qui me disent « Guy, tu as raison ». Oui, mais s'ils ne votent pas dans votre sens, ça ne sert à rien. Oui, mais je connais aussi les mécanismes de prise de décision politique. Mais est-ce que cela vaut la peine d'aller à un clash communautaire sur un sujet de ce type-là? Je crois que non. Et donc, faisons ça en dehors de toute tension électorale. Parlons-en et essayons, parce que ça c'est encore plus compliqué, de rentrer aussi immédiatement dans la deuxième idée de Charles Piquet, que je soutiens à fond, c'est-à-dire de diminuer le nombre d'élus globalement sur la région bruxelloise. Parlons des transmigrants de la gare du Nord et du parc Maximilien. Donc vous avez décidé au niveau du gouvernement régional de rouvrir les portes d'Ulysse au 1er juin, mais l'idée, comme ça dépend malgré tout du fédéral, vous avez dit que c'est le fédéral qui va payer. Donc c'est vous qui ouvrez le local, et c'est le fédéral qui paye. On essaye de bien déterminer... Je me demande si vous accepteriez ça, en tant que ministre des Finances, à l'envers. Tout à fait. Le fédéral faisait quelque chose et vous faisiez payer. Je vais vous dire même plus. Du temps où ces dossiers étaient traités par Mme de Bloch, le fédéral payait et intervenait parce que c'est une question de voir qui est responsable pourquoi. Et là, du côté fédéral, on a l'habitude de créer l'amalgame. La gare du Nord, c'est une gare qui est sous l'autorité de la police fédérale. Les transmigrants sont de l'autorité
du gouvernement fédéral et de M. Franken. Et donc, ou bien ils rentrent dans le système de l'asile, ou bien ils doivent être on doit les retourner d'où ils viennent. Voilà. Et donc, c'est un peu aisé de leur part de fermer, eux, des centres d'asile, un peu partout dans le pays, et puis de faire comme si ces gens disparaissaient. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit le bourgmestre de Schaerbeek, Bernard Clerfailly. Chaque transmigrant qui est encore aux alentours du parc Maximilien, démontre le fait que la politique de Franken ne fonctionne pas. Mais le ministre De Croo, fédéral, VLD comme vous, il dit qu'il ne faut pas payer. Oui, mais M. De Croo, il habite Brakel, hein, c'est loin de Bruxelles, et je ne crois pas qu'il comprend toujours quelles sont les sensibilités et ce qui se passe sur le terrain en région bruxelloise. Vous croyez que vous pourrez convaincre le fédéral, Franken, De Croo et les autres? Mais on est parvenu à les convaincre à faire un effort, à se mettre autour de la table. C'est déjà une première chose, hein, parce qu'on n'aurait pas fait cela. Je ne sais pas si Jambon et Franken se seraient occupés auraient bougé. Hein. Et donc maintenant, à voir comment ils vont essayer de nous trouver des solutions structurelles, parce que soyons sérieux, la situation autour de la gare de Schaerbeek et la gare du Nord. La gare du Nord à Schaerbeek, catastrophique. Et on attend aujourd'hui d'ailleurs d'une réunion entre la locale et la fédérale une solution. Un dernier mot sur Evere. Il y a ce décès de l'ancien bourgmestre. Pendant 28 ans, François Guillaume était bourgmestre d'Evere. C'est un homme que j'appréciais beaucoup. Et un tout particulier, à un certain moment, donc c'est le début de ma carrière politique, il avait une majorité absolue écrasante à Evere. Et pour la composition du CPAS, il voulait absolument un néerlandophone et de l'opposition. Et c'est au sein du groupe PS, sous l'autorité de François Guillaume, que des membres du PS ont voté pour qu'un élu de l'opposition et néerlandophone soit présent au CPS. C'était mon cas. Et donc, j'ai trouvé toujours cela d'une grandeur absolue, que quelqu'un qui a le pouvoir absolu dans la commune suite à une élection où il avait gagné d'une façon éclatante, qui se disent, mais enfin, pour le bon fonctionnement, ce serait quand même bien qu'il y ait quelqu'un. Et donc, il m'avait proposé cela. Je lui avais dit, mais monsieur le bourgmestre, comment va-t-on faire? Parce que moi, je n'ai pas de soutien suffisant, mais on va te soutenir pour qu'il y ait. Alors, je lui posais la question suivante, et quelle est la contrepartie? Est-ce que je devrais m'aligner à la majorité? Ah non, pas du tout, qui me disait. Il faut jouer ton rôle de néerlandophone et d'opposition. Donc, c'était un homme bien. Merci, Guy Van Engel. Demain, je reçois Marco Lowenstein. D'ici là, bonne journée, bonne soirée à tous.